Donc bonjour à tous, bonjour à chacun et chacune. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire où vous connectez petit à petit. Sachez que vous êtes plus de 160 à être inscrits. Alors je pense qu'il y a eu aussi des inscriptions pour recevoir le replay et c'est super. C'est comme ça qu'on a proposé de fonctionner aussi parce qu'on sait que ce créneau méridien peut être pratique pour certains, certaines et moins pratique pour d'autres. En tout cas, merci beaucoup de vous être connectés. Je suis Clémence Monvoisin, je suis fondatrice et ex-présidente de l'association Facette, Innovation citoyenne en santé mentale plus précisément, et je suis également père aidante professionnalisée en santé mentale. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une mission que m'a confiée l'association Delphia, avec deux I, suite aux assises de l'innovation et de la santé mentale en psychiatrie qui ont été organisées en 2025. Un certain nombre d'actions et d'axes de recommandations ont été produits, notamment autour de la jeunesse. Ce sont des recommandations qui nous appellent à prendre des actions ambitieuses qui concernent la santé mentale des jeunes, en impliquant particulièrement les personnes concernées. Et donc, dans le cadre de cette mission, j'ai eu la joie de co-construire ce webinaire d'1 heure et demie avec 10 panélistes passionnants que je vais de ce pas vous présenter. Et puis, je vous expliquerai un petit peu comment on va dérouler cette heure et demie. Ils et elles vont chacun vous présenter leur domaine d'intervention et leur champ de réflexion. Et puis, modulo le fait qu'on garde bien le temps, on pourra prendre également quelques questions. N'hésitez pas cependant à poser d'ores et déjà des questions dans le chat, puisque mes deux acolytes, Ododé Laprune et Véronique Briquet-Logier, vont pouvoir répondre à certaines questions. Et puis, sinon, je vous propose qu'on puisse prendre celles auxquelles on n'aura pas pu répondre et puis vous revenir dans un deuxième temps avec les réponses. Vous dire également que ce webinaire est enregistré, comme je le disais, pour pouvoir être transmis aux personnes qui le souhaiteraient en replay. Et puis peut-être une communication plus large dont on discutera en commun. Et donc, j'ai la joie de vous présenter les intervenants et intervenantes d'aujourd'hui. Je vous présente Emma Baumann. Emma, tu es référente de binôme accompagné et père aidant au sein de l'association CAPU. C'est Bonjour. ça. Bonjour, enchantée. Donc, du coup, Emma Baumann, référente au sein de l'association CAPU depuis septembre 2025. Merci Emma de t'être joint à nous. Amandine Chapard, tu es coordinatrice du dispositif Ambassadeur Santé Mentale au sein de la Fondation ARHM. Bonjour Amandine. Bonjour Clémence, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce temps de midi et deux. Laureline Delmas, tu es chargée de sensibilisation et d'essaimage au sein de l'association La Pause Brindille. Bonjour Laureline. Bonjour, bonjour à tous. Domiti Ferenbach, tu es présidente et fondatrice de l'association CAPU. Tout à fait ça, bonjour à tous. Édouard Guèze, bonjour. Édouard, je te vois. Tu es médecin psychiatre, chef de clinique assistant à l'USIDATU, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et tu es doctorant au sein de l'équipe ESMA de l'IPLESP. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour, merci pour l'invitation. Très content de participer. Anne-Laure Idir, bonjour. Tu es bénévole porte-parole de Nightline France, une association de promotion de la santé mentale des jeunes. Tu es ancienne écoutante, tu nous en parleras, et tu es étudiante en sciences politiques. Bonjour Anne-Laure. C'est ça. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Éric Legrand, tu es sociologue et consultant en promotion de la santé et tu es professeur affilié à l'EHESP. C'est tout à fait ça. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là. Je partirai plus tôt puisque je suis en cours après. Donc voilà, je serai au moins là jusqu'à 13h15. Merci encore Éric de t'être rendu Il n'y a pas de disponible. Et donc souci, du coup, avec s'il y a des plaisir. questions pour Éric, n'hésitez pas à les poser en sa présence et sinon on s'en fera les Oui, rapporteuses. bien sûr. Alex Maignan, bonjour. Tu es doctorant en sociologie au CRESPA CSU à l'Université Paris-Nanterre et à l'IRIS de l'EHESS. Tu es à terre à l'ENS Paris-Saclay et tu es en fin de thèse. Tu as notamment récemment contribué en contrat avec l'INJEP à une revue de littérature des travaux de sciences sociales sur la santé mentale des jeunes et tu introduiras notre propos dans quelques minutes. Merci Alex. Oui, bonjour tout le monde. Merci Clémence pour l'invitation et l'organisation. Marion Robin, bonjour. Tu es chef de service adjointe au département de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte
au sein de l'Institut médico-chirurgical Montsouris à Paris. Tu as récemment publié un ouvrage qui s'appelle Les besoins fondamentaux des adolescents. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Je suis contente d'être là avec vous. Merci Marion. Et enfin, Lauriane Ségard, tu es responsable de la paire aidance au sein de l'association CAPU. C'est ça. Bonjour à tous et je vous remercie pour l'invitation. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Vous êtes 58 connectés, c'est super. Je présente petit à petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les séquences que l'on va dérouler au cours de ce webinaire. Ce webinaire, il a été préparé collectivement et il va vous proposer de suivre une réflexion logique autour de la place que les jeunes peuvent prendre dans les dispositifs de santé mentale à destination de leurs pairs. Pour dérouler cette thématique avec nos intervenants, on va travailler en 4 séquences. La première séquence sera une mise en tension de la problématique basée sur la littérature. Et c'est toi, Alex Maignan, qui nous proposera une réflexion autour de la notion de groupes sociaux des jeunes et des différentes formes de prise en charge de la souffrance psychique qui existent en santé mentale des jeunes. Une deuxième séquence réunira Éric Legrand et Amandine Chapard qui nous parleront de la manière dont on peut développer des démarches d'éducation par les pairs. Une troisième séquence questionnera le pair à pair dans la prévention en contexte de souffrance psychique avec Anne-Laure Idir. Et enfin, une quatrième séquence qui réunira Laureline, Marion, Domitille, Emma et Lauriane nous permettra de nous interroger sur la manière dont on peut s'appuyer sur le savoir issu de l'expérience, le savoir expérientiel, dans l'entraide entre pairs. En ce qui me concerne, j'assurerai les transitions et avec Édouard, nous serons rapporteurs et rapporteuses de l'échange. On vous proposera une petite synthèse et des perspectives en fin de webinaire. Donc, si ça vous convient, on peut entrer dans le vif du sujet et je te laisse la parole. Oui, super. Je vais juste mettre un petit chronomètre pour 10 minutes. Ok, bonjour, bonjour tout le monde. Merci encore Clémence pour l'organisation de ce webinaire. Donc moi, comme tu l'as dit, mon intervention, elle est liée à un travail mené dans le cadre d'un contrat que j'ai eu avec donc l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire, pour la rédaction donc d'une revue de littérature sur le thème des apports des sciences sociales pour comprendre la santé mentale des jeunes. Donc moi, je suis doctorant en sociologie et pour préciser tout de suite, je n'ai pas enquêté spécifiquement sur ces questions, même si je les ai croisées au cours de ma thèse. Et donc, je m'appuie essentiellement dans ce qui va suivre sur des travaux et des données produites par d'autres collègues. Donc, comme c'est une séquence un peu introductive, je vais procéder en 2 temps. D'abord revenir sur quelques éléments donnés concernant la thématique de la santé mentale des jeunes et ensuite proposer quelques pistes de réflexion sur le thème qui nous occupe, le lien donc entre prévention ciblée chez les jeunes et père aidance. Alors, premier élément concernant ce groupe des jeunes, donc moi, dans la revue de littérature que j'ai rédigée, j'ai intégré les jeunes, on va dire, de 11 à 30 ans, ce qui est un groupe assez large. Il me semble qu'il est important pour commencer d'évoquer peut-être sa diversité qui s'exprime selon moi dans 2 directions. D'abord, une diversité de statuts sociaux que peuvent prendre les jeunes, des jeunes en tant qu'élèves ou en tant qu'étudiants, étudiantes, travailleurs, travailleuses ou patients, patientes, par exemple. Donc une diversité de ces statuts sociaux qui s'articule à une diversité de conditions matérielles d'existence. Ça me semble être un point de départ intéressant, notamment par exemple pour l'association qui est souvent faite entre études supérieures et jeunesse, alors que plus de la moitié, notamment des 18-24 ans, ne sont pas inscrits en études supérieures et travaillent. Et c'est un point d'autant plus important que beaucoup d'études qui portent sur la santé mentale des jeunes portent justement sur les étudiants et les étudiantes, ce qui introduit de fait une sélection parmi les personnes étudiées, alors même que, et c'est ce qu'on va voir par la suite, le fait même d'être dans des formes d'emploi précaires et en tout cas en dehors du système d'enseignement supérieur, c'est un déterminant social important et un facteur de vulnérabilité en santé mentale. Donc, premier point peut-être de vigilance réflexive, on va dire, permise par la sociologie. La jeunesse est donc un groupe social traversé par de multiples lignes de différenciation sociale. Le deuxième élément, c'est l'idée que la sociologie, l'épidémiologie permettent de fournir des données sur l'état de la santé mentale des jeunes. Et donc, je ne vais pas entrer ici dans le détail des résultats des nombreuses enquêtes qui existent
et qui se sont d'ailleurs accélérées depuis la pandémie de Covid-19 et qui sont produites notamment par Santé publique France, l'Observatoire national du suicide, l'OMS ou l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, mais seulement vous donner quelques pistes, quelques résultats, et en particulier quelques facteurs de vulnérabilité. Donc, ce que montrent ces données, justement, concernant les facteurs de vulnérabilité liés à la présence de symptômes de souffrance psychique, comme l'anxiété, les troubles du sommeil, la nervosité, et qui sont mesurés à l'aide de questionnaires qui sont administrés. Donc, à la fois de ces symptômes de souffrance psychique et ou de conduite suicidaire. Un premier élément concernant les déterminants sociaux, c'est le genre. Euh, Ça, c'est un point qui est très souvent mentionné dans les travaux, qui est l'idée donc que le genre est un déterminant social très important du point de vue de la santé mentale. Et on note par exemple que ces dernières années, ces 5 dernières années, il y a une forte hausse des hospitalisations pour gestes auto-infligés chez les jeunes, les filles et les jeunes femmes en particulier. Et même de façon plus générale, sur tous les indicateurs de santé mentale, les filles et les jeunes femmes déclarent systématiquement des scores plus élevés de détresse. Donc ça, c'est le genre qui est un peu de la variable, on va dire, lourde dans les études épidémiologiques en santé mentale. Et donc pour synthétiser un peu de façon grossière les travaux qui existent et qui mentionnent, qui étudient les déterminants sociaux notamment des conduites suicidaires. Les déterminants sociaux principaux, donc, sont le statut scolaire, donc c'est ce que je disais, le fait d'être en études ou pas, qui est déterminant. La structure familiale aussi, si c'est une famille recomposée, monoparentale ou complexe, c'est un déterminant euh, important. Et il y a aussi d'autres déterminants essentiels qui sont de plus en plus pris en considération, on va dire, dans les études. C'est l'expérience de diverses formes de violence et de discrimination. Et donc ça, c'est des déterminants aussi centraux euh, pour étudier la santé mentale de ce groupe des jeunes. Donc ça, c'était un peu mon premier point sur les jeunes et leur santé mentale. Et le deuxième point, donc, c'est sur ce qui occupe plus spécifiquement ce qui nous occupe pour ce webinaire, c'est sur l'idée de prévention et de pair aidance. Ce qui renvoie donc à un troisième élément, qui est que la sociologie peut aussi fournir des analyses réflexives, des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement des jeunes confrontés à des problématiques de santé mentale. Et ce sera donc mon dernier point. On peut réinscrire tout d'abord l'extension de ces dispositifs dans un contexte historique, qui me semble important de rappeler, qui est l'extension de la santé mentale au-delà de la seule psychiatrie, et donc de la croissance de dispositifs d'intervention non médicale hors des institutions traditionnelles de prise en charge. Et je trouve que les questions qui sont posées dans le cadre de ce webinaire s'inscrivent parfaitement dans ce contexte historique et social particulier. Et plus précisément, ce qui m'avait intéressé dans le cadre de la préparation de ce webinaire, en lisant les documents envoyés par Clémence et par nos discussions, et sans être encore une fois spécialiste de ces questions, hein, je précise, mais c'est une certaine tension, on peut dire, qui réside dans l'articulation entre prévention ciblée chez les jeunes, d'une part, et pair aidance, d'autre part. Puisque de ce que j'ai compris, la prévention ciblée, pour moi, d'un côté, ça me semble porter sur une intervention en amont de l'apparition des troubles, à partir notamment de l'identification de facteurs de vulnérabilité et d'intervention en dehors des institutions de prise en charge. D'un autre côté, la pair aidance, telle qu'on l'entend dans le champ de la santé mentale, correspond à une forme d'accompagnement appuyé sur l'expérience partagée d'un trouble et de sa prise en charge. Et donc, dans cette configuration, je me suis demandé comment promouvoir la pair aidance appuyée sur l'expérience d'un trouble auprès d'un public de personnes non encore engagées dans des parcours de prise en charge et en amont du diagnostic. Donc ça, c'était un peu la première réflexion qui m'était venue en lisant les documents, mais qui en fait, je pense, et ça va être l'objet du webinaire, mais engage une réflexion sur la notion de pair, PAIR, donc comme on va le voir, je pense, dans la suite de ce webinaire, puisque
de ce que il y a des associations qui sont présentes ici, des associations de pairs, mais qui sont ici définies comme un groupe d'âge. Donc les jeunes, en sachant, comme je l'ai dit, que ce groupe d'âge est traversé lui-même par de nombreuses lignes de différenciation. Mais donc ça peut être une première définition de la notion de pair, c'est par groupe d'âge, alors que la notion de pair dans la pair aidance, c'est un groupe qui est défini par une expérience du trouble. Ce qui n'est pas du coup la même chose de définir le pair comme étant défini par un groupe d'âge ou par une expérience d'un trouble. Et donc, c'est ce hiatus et cette tension qui me semblait intéressant de creuser. Donc, c'est pour ça que je suis curieux d'entendre les prochaines interventions pour voir comment il est possible de travailler dessus et qui, je pense, voilà, amène à réfléchir finalement à cette notion de pair et à comment il est possible de mettre en place des dispositifs auprès des jeunes pour promouvoir la santé mentale. Donc voilà, je suis un peu en avance, mais je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Alex. Merci pour ton propos introductif qui montre bien comment questionner la thématique de ce webinaire. Merci d'avoir respecté le timing qui est très précis. Et donc, du coup, on va entrer dans la deuxième séquence qui va questionner la démarche d'éducation par les pairs avec Éric Legrand et Amandine Chapard. Et Éric, je te laisse commencer. Merci, merci à vous et puis merci Alex pour cette introduction alors, qui va me permettre aussi de rebondir et aussi peut-être alors porter une autre forme d'éclairage peut-être. Alors déjà sur l'éducation par les pairs, moi je trouve que il y a déjà un enjeu et votre présence aussi l'illustre, c'est de basculer un petit peu cette image du jeune à risque qui est quand même assez dominante, alors que ça soit sur le champ de la santé mentale ou d'autres d'ailleurs, d'autres thématiques de santé, hein, c'est une des caractéristiques en France, à un jeune ressource. Et je trouve que déjà, cette question-là, elle est assez centrale. On reviendra peut-être après sur les subtiles subtilités qu'il y a sur l'éducation par les pairs et la paire aidance, mais je trouve que déjà, ça c'est un point assez fort, c'est-à-dire de basculer cette démarche. Et Alex, tu soulevais à juste titre l'INJEP notamment, mais il y a eu un numéro d'Agora Débat Jeunesse sur les ressources, la ressource des jeunes par rapport à la santé mentale, c'est-à-dire de basculer un petit peu cette image-là, c'est-à-dire qu'on parle de dispositifs, à juste titre d'ailleurs, hein, qui existent sur cette question-là, mais les jeunes aussi se mobilisent sur la question de la santé mentale. Alors, qu'ils soient touchés eux-mêmes par des problématiques de santé mentale, hein, vraiment là je dresse à gros traits, hein, bien sûr, ou qu'ils soient intéressés sur les questions de santé. Parce que voilà, il y a deux prismes un petit peu différents. Donc je trouve que voilà, déjà ça c'est un point qui est assez fort, auquel moi je relie cette question-là aux questions de participation des jeunes sur la question de la santé puisque et à l'élaboration des politiques publiques, à l'élaboration des dispositifs, etc., puisque fréquemment c'est un impensé politique, voire parfois un impensé professionnel, dans certaines situations, de donner la parole aux jeunes, d'utiliser, alors pas au sens utilitariste, hein, bien sûr, leur savoir expérientiel, leur savoir de vie, pour construire des politiques de santé ou des améliorations dans leur structure. Pour être tout à fait transparent sur cette question-là, on a juste effectivement observé, alors il y a eu le panel des jeunes de 12 à 18 ans, hein, je voudrais pas dire de bêtises, du Conseil économique et social sur les questions de santé mentale. Il y a le Forum européen de la jeunesse qui s'est aussi posé un certain nombre de questions autour de la santé mentale. Et puis très récemment, hein, il y a que 2 ans, hein, pour être tout à fait clair, l'Organisation mondiale de la santé a créé une commission jeune qui n'existait pas avant en disant c'est un impensé démocratique sur ces questions de santé au sens large. Et après, pour aussi rejoindre ce que soulevait Alex, hein, et moi je travaille aussi dans le champ de la promotion de la santé, dans des déterminants de la santé, quel que soit, alors, au point de vue du Conseil économique et social, ou bien même, d'ailleurs, au point de vue du Forum européen de la jeunesse, hein, ce qui est aussi intéressant, c'est que les jeunes disent, oui, effectivement, il y a des problématiques de santé mentale, il faut pas les négliger, on les observe, on les vit, mais elles sont bien liées à des déterminants sociaux
et comment on agit aussi sur les déterminants sociaux pour améliorer, alors je vais dire, notre quotidien. Voilà, alors je prends un exemple très concret, hein, beaucoup citent le stress scolaire, mais en gros, au-delà de nous apprendre à gérer le stress scolaire, comment on rénove, je dirais, les politiques éducatives ou les politiques scolaires pour qu'il y ait moins de stress scolaire. Donc à chaque fois, on articule les différents déterminants. Donc voilà, ça c'est un petit préambule, mais je trouve qu'il est assez intéressant quand on situe, je dirais, l'éducation par les pairs ou la paire aidance en tant que telle. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, alors moi je travaille sur les dispositifs d'éducation par les pairs, des jeunes sur les questions de santé, alors depuis maintenant, bon alors je vais dire une dizaine d'années, on va raccourcir cette question-là et on voit l'émergence de plus en plus de cet appel aux jeunes à leur expérience, à leur savoir d'expertise, etc. Et il y a quand même une petite différence, et je te rejoins Alex aussi, entre les jeunes qui sont alors touchés par des phénomènes de santé mentale, etc., et qui vont développer des dispositifs, des phénomènes de pair aidance, et des jeunes qui ne sont pas nécessairement touchés par cette question-là, mais qui vont agir sur le levier de la santé mentale. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut y retrouver des points communs, mais il y a quand même des tensions qui se font autour de cette question-là entre des jeunes alors, n'ayant pas de troubles, hein, je vais vraiment raccourcir hein, les éléments, vous m'en excuserez, et puis des jeunes qui mobilisent leur pensée altruiste d'aider les autres hein, dans toutes les dimensions qui peuvent se poser. Donc on a des subtiles différences, hein, mais je crois qu'il y a une différence déjà notable entre des jeunes qui n'ont pas forcément un trouble ou une souffrance particulière, mais qui veulent aider, et des dispositifs vraiment de pair aidance en tant que tels. Et effectivement, qu'est-ce qui fait le dénominateur commun hein, Alex, tu l'as soulevé, voilà, c'est est-ce que alors être jeune, c'est un point central, hein, mais voilà, peut y avoir des différences hein, dans les endroits où on intervient, dans les endroits où on discute. Hein, donc c'est de trouver le plus petit dénominateur commun je dirais, entre les jeunes parce qu'il y a des différences de toute façon. Alors après, monter un dispositif d'éducation par les pairs, alors que ce soit dans la paire aidance, je travaille aussi un peu sur ces questions-là, ou dans l'éducation par les pairs, hein, je vais un peu schématiser cette question-là, on retrouve quand même des points communs, c'est-à-dire que les savoirs d'expérience d'être jeune ou ayant une souffrance, euh, nécessite de toute façon un accompagnement et une formation. Ça, dans les deux situations, être jeune ne suffit pas, mais je dirais, on voit ça dans d'autres types de dispositifs sur les adultes. Hein, c'est pas du tout propre à la jeunesse, mais l'expérience, soit elle est pertinente, elle est centrale et elle mobilise et elle permet effectivement de favoriser les échanges, de partager de l'expérience, etc. Mais il y a aussi besoin d'un accompagnement, d'une formation sur ces volets-là. Et puis, je dirais, il y a aussi besoin, alors là, on vient de terminer un guide ressources sur l'éducation par les pairs, mais d'une façon générale sur les jeunes et la santé, mais aussi de sensibiliser les professionnels et les politiques publiques. D'ailleurs que il y a quand même une mission un peu, alors je vais dire de plaidoyer, parce que, alors je vais le dire un peu de manière assez triviale, donner les clés aux jeunes, et ben c'est pas si évident que ça pour les professionnels pour des raisons diverses, d'ailleurs aussi, hein, qui seraient aussi, enfin, dont on peut, voilà, est-ce qu'on peut faire confiance aux jeunes hein, sur les questions de santé alors que, et ça rentre un peu dans le climat que soulevait Alex, on voit que toutes les études montrent que les jeunes ne vont pas bien, etc. Alors, est-ce que c'est judicieux de leur donner les clés? Voilà, enfin, c'est quand même aussi ces éléments-là. Donc, parfois, il peut y avoir aussi des réticences de la part des professionnels qui se jouent et qu'il est nécessaire aussi alors je dis, parfois, il faut aussi accompagner les professionnels
juste avant, pour mettre un certain nombre, alors non pas de garde-fous, mais de précautions, en disant, bah, voilà, les jeunes viendront aussi vous voir, ils ne sont pas livrés comme ça, et ils ne disent pas n'importe quoi, parce qu'ils ont été formés, ils ont été accompagnés. Et dans le cadre d'études, hein, d'évaluations qu'on a pu faire des dispositifs, hein, alors, dans des dispositifs généralistes hein, d'éducation par les pairs, pas spécifiquement en santé mentale, quand on demandait aux autres jeunes qui avaient eu des interventions de ces éducateurs pairs sur les questions de santé, on leur demandait est-ce que vous avez confiance dans ce qu'ils disent? Hein, parce qu'on part du principe que de jeune à jeune, c'est beaucoup plus simple. Alors, effectivement, ils disent bah, ça permet une libération de la parole. C'est mieux que quand c'est un adulte qui nous dit que c'est pas bien ceci ou cela, ou sous une autre forme, bien évidemment. Mais on a confiance aussi dans ce qu'ils nous disent parce qu'ils ont été formés. Donc, c'est parfois, on a une pensée magique du jeune au jeune, mais il y a aussi, alors je vais aller de l'autre côté, pour les publics, alors, je veux dire peut-être destinataires, c'est pas très élégant de le dire comme ça, il y a aussi cette dimension-là qui reste posée. Voilà, ça facilite les choses, mais il y a des conditions dans les deux côtés, voire avec les professionnels, qui se jouent aussi dans ces dynamiques-là. Et j'ai vu, Clémence, que tu me levais le doigt, donc je dois m'arrêter. Un grand merci, Eric, pour ces éléments passionnants qui, je sais, trouvent un écho très fort au sein du dispositif Ambassadeur Santé Mentale. On On avait eu croirait l'occasion d'en discuter, oui. que tu connais par ailleurs, Eric. Tu restes encore quelques minutes Oui, oui, tout à fait, avec pas de nous. souci. Et Amandine, donc tu es coordinatrice du dispositif Ambassadeur Santé Mentale au sein de la RHM. Est-ce que tu veux nous dire ce que ça t'inspire, ce que tu vois toi au sein du dispositif, notamment sur cet enjeu d'accompagnement des jeunes? Oui, tout à fait. Bah, merci. Effectivement, je vais pouvoir rebondir très concrètement, je pense, sur les éléments qui ont été donnés par Eric majoritairement et aussi un peu plus par Alex précédemment. Si ça convient, je vais peut-être juste me permettre de représenter un peu le dispositif parce que moi, j'ai parlé beaucoup d'expérience terrain, en tout cas. Ça permettra à tout le monde de bien comprendre. Mais en tout cas, effectivement, Ambassadeur Santé Mentale, c'est un dispositif que nous, on appelle de pair à pair, qui a été modélisé par la Fondation RHM en 2019 et qui vise à faire de la promotion de la santé mentale auprès des 16-25 ans sur l'aspect de la déstigmatisation, l'aspect de la promotion des différentes ressources, que ce soit internes ou externes, ou aussi sur tout ce qui est repérage des signes de mal-être. Donc c'est un dispositif voilà, vraiment de prévention. Effectivement, concrètement, pour bien comprendre encore une fois d'où je parle, l'idée, c'est de recruter des jeunes de 16 à 25 ans. La plupart du temps, ils sont en service civique. Et de leur proposer d'intervenir auprès d'autres jeunes de 16 à 25 ans qui sont dans diverses structures, par exemple des lycées, des missions locales, etc. Alors là, déjà, je peux me permettre de rebondir un petit peu sur l'introduction qui a été faite par Alex, effectivement, et aussi les éléments qu'a rappelé Eric. Effectivement, nous, dans le cadre de la mise en place de ces ateliers, on a quand même, et connaissant un petit peu les facteurs, on va dire, de vulnérabilité des jeunes, on essaye de privilégier certaines interventions parce qu'on sait que potentiellement, il y a plus de facteurs de vulnérabilité, donc plus intérêt quand même à déstigmatiser, à faire connaître les ressources d'accès soit à la prévention, soit aux soins. Donc, par exemple, on essaye de prioriser des missions locales, où on sait qu'il y a un public qui est moins dans un parcours scolaire, alors que voilà, justement, Alex a pu dire que ça pouvait être l'un des facteurs de vulnérabilité, où on va essayer de privilégier les zones où il y a plus de précarité. Bon, c'est fait en fonction de la réalité du terrain, mais en tout cas, c'est une variable qui est prise en compte. Peut-être pour expliquer un petit peu comment ça se passe, et effectivement en lien avec tout l'enjeu de structuration, de notre côté, ce sont vraiment des jeunes en service civique. Donc chaque année, ils changent. En fait, la promo, elle est renouvelée chaque année en octobre. Ils passent par une petite phase d'intégration, et ensuite ils sont formés et ils mettent en place les ateliers. En fait, effectivement, et quand ils interviennent, mais quand même après un cycle de formation préalable, mais j'y reviendrai un peu plus en lien avec ce que disait Eric. En tout cas, c'est vraiment un dispositif que nous, on dit de pair à pair, et effectivement, on ne se reconnaît pas trop dans le terme de pair aidant, ou qu'on n'utilise pas du tout, parce que pour nous, et c'est même ce qu'on explique aux jeunes d'ailleurs au début de leur mission, on leur reprécise bien effectivement
que la pérédance, c'est plutôt quand voilà, on a pu vivre un trouble psychique, qu'on en est rétabli et qu'on va du coup aider des personnes qui ont un parcours similaire. Que là, eux, l'idée, c'est plutôt d'aller auprès d'autres jeunes. Et donc, on a d'autres, entre guillemets, critères qui nous permettent de dire qu'on parle bien de pair à pair. Alors, donc, en fait, à chaque fois, on a des équipes de service civique, donc qui sont à peu près 5-6 pour expliquer totalement le contexte. Ils ont entre 16 et 25 ans, parce que l'un des premiers critères, effectivement, qui nous permet de parler de pair à pair, c'est l'âge. Ce sont des jeunes de 16 à 25 ans qui interviennent auprès d'autres jeunes de 16 à 25 ans. Et l'un des deuxièmes critères qu'on a et qui nous permet aussi de travailler un petit peu sur cette question de l'identification sociale et vraiment de rendre plus concret et plus opérationnel le pair à pair, c'est de se dire, OK, comme on a une promo sur chacun des territoires avec 5 ou 6 jeunes, voire plus, sur certains territoires, ça peut monter jusqu'à 10, 12, et ben on essaye de recruter des personnes avec des profils un petit peu différents. Et des parcours de vie potentiellement un petit peu différents. Donc, ça peut être, par exemple, il y a certains jeunes qui intègrent cette mission qui sont orientés par la mission locale. Il y en a d'autres qui font des études de psychologie. Il y en a qui font des études des années de pause, on va dire, soit après un travail, soit dans le cadre post-bac. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'options, ce qui nous permet qu'en fait, quand on va aller dans les différentes structures, on a plus de chances aussi que les jeunes, qui sont les jeunes bénéficiaires, donc qui ont aussi des parcours très différents, parce que il y a des fois, on va dans des foyers de jeunes travailleurs, donc des publics vraiment très vulnérables, à des lycées, on va dire, un peu plus avec un public plus probablement plus inséré dans un parcours scolaire, donc c'est des publics assez différents. Au moins, on a aussi des profils en face pour leur parler qui sont assez différents et qui permettent vraiment de créer ce lien. Mais comme il y a la question en tout cas du recrutement, en tout cas qui avait été, nous ce qu'on appelle le recrutement, qui a été rapidement abordé par Eric, mais effectivement dans notre cas c'est un point de vigilance à se dire, il faut que ces jeunes qui ont des parcours différents, et c'est vraiment une de leurs forces, ils aient les ressources internes pour, au vu de l'accompagnement qu'ils ont, pouvoir parler de santé mentale. Donc c'est un point de vigilance en tout cas qu'on a à l'entrée de la mission, parce qu'on ne sélectionne pas du tout effectivement sur les connaissances. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire en lien, en tout cas avec l'idée de comment nous, on conceptualise et on va dire on opérationnalise le pair à pair dans le cadre de ce dispositif, et pourquoi on appelle ça pair à pair et pas pair aidant, justement. Et effectivement, on sait que, c'est ce que là, les semaines dernières, on va dire les 3 semaines précédentes, on avait beaucoup de bilans des jeunes en service civique qui finissent leur mission. Donc c'est ce qu'ils ont beaucoup pu souligner en fait, c'est que dans le cadre de leurs interventions, et notamment quand ils en font plusieurs auprès d'un même groupe, ils arrivent vraiment à créer ce lien de confiance, à libérer la parole, à faciliter les échanges, et puis à aussi adapter un petit peu soit à la fois les interventions aux thématiques qui peuvent préoccuper les jeunes, adapter en tout cas dans le cadre de notre fonctionnement à nous qui sert les objectifs que j'ai pu citer précédemment, mais en tout cas adapter un petit peu ces interventions, et puis adapter les outils, etc., pour que ça leur parle vraiment. En tout cas, c'est un des facteurs qui nous semblait important. Et effectivement, on sait que la co-construction avec les jeunes directement des interventions, elle est importante pour que ça fonctionne. Et on sait aussi que la formation des jeunes qui vont intervenir en tant que qui vont faire en tout cas de la prévention, l'éducation par les pairs, elle est importante, et nous, ça aussi, on le prend en compte, parce que au tout début d'intervention, les jeunes se présentent pour dire que ils font partie d'un dispositif, qu'ils ont reçu des formations, qu'ils ont fait des interventions tests, etc. Et du coup, ça me permet un peu de rebondir quand même sur les 2 grandes idées qu'a cherché à souligner Eric. Effectivement, le dispositif ambassadeur santé mentale, il fait vraiment le pari du fait que les jeunes peuvent être ressources auprès des autres jeunes. Et c'est pour ça que quand on a développé à la Fondation ARHM ce dispositif, on s'est rapidement rapproché de l'association Unicité, qui est du coup une association pionnière dans le service civique et qui porte vraiment avec force, on va dire, le fait que effectivement les jeunes peuvent être ressources et sur plein de thématiques. Donc nous, on s'est adressé en tant que, on va dire, structure qui travaille dans le champ de la santé mentale, on s'est adressé à eux en tant qu'experts jeunesse et porteurs de cette conviction forte
pour nous aider à développer le dispositif une fois nous, on avait un peu modélisé la partie santé publique. Donc voilà, ça c'est vraiment un point essentiel en fait du dispositif, mais effectivement, pour y faire adhérer et remporter l'adhésion on va dire des partenaires, même des jeunes eux-mêmes, et puis au-delà de ça, voilà, pour garantir effectivement la qualité des interventions d'un point de vue de l'éducation à la santé, de la promotion à la santé, c'est important d'amener de la structure, comme a pu le dire Eric. Et ça, c'est voilà, c'est un point qu'on a beaucoup travaillé et qu'on continue en fait d'enrichir avec, on va dire, l'expérience sur le fonctionnement du dispositif. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, effectivement, de manière concrète, voilà, ce que Eric disait, c'est que là, il y a un point important à mettre en place des formations. Effectivement, là, les jeunes bénéficient de 5 jours de formation sur la santé mentale, mais aussi sur la posture qu'ils vont devoir adopter en tant que père. Ça, c'est un point qu'on travaille beaucoup, et la posture d'écoute aussi, parce qu'au-delà des connaissances théoriques, il faut aussi qu'ils aient on va dire, la bonne posture pour transmettre les informations, et c'est presque aussi important que les connaissances en elles-mêmes, parce que ça permet aussi de réagir quand on n'a pas les connaissances, parce qu'il faut bien voir que ces jeunes, on ne pourra jamais en faire des professionnels enfin, ils n'ont pas vocation à l'aide d'ailleurs, et donc c'est aussi dans cette posture de père à dire, on ne sait pas, on peut aller regarder ensemble, c'est aussi l'occasion de dire on regarde ensemble, c'est aussi l'occasion de dire, de montrer les informations, les sources auprès desquelles on peut se renseigner, etc. Donc il y a tout un travail quand même de posture en plus du socle de connaissances. Nous, ce qu'on a mis en place aussi, c'est comme c'est des interventions... Ah, je me dépêche. Comme c'est des interventions de pair à pair, effectivement, il y a l'idée quand même de réaliser un petit test, parce qu'après, ils ont vocation à être qu'entre jeunes. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait. Il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait par des chargés de mission qui sont embauchés par la Fondation RHM, ou toutes les structures partenaires qu'on a, les 10 structures partenaires en santé mentale qu'on a pour le déploiement du travail du dispositif au national. Et un point très important par lequel je finirai, on a aussi pris des psychologues qui font des supervisions justement sur toute cette posture de pair à pair, et qui peuvent permettre, voilà, d'accompagner les jeunes aussi sur, comme je disais, au-delà des connaissances, sur la posture, parce que c'est un point très important. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, et désolée d'avoir dépassé un petit peu. C'est tout à fait OK, Amandine, tu as parfaitement respecté le timing. Avant de nous quitter, Eric, est-ce que l'intervention d'Amandine t'inspirait quelques éléments sur lesquels tu avais envie de rebondir? Est-ce que c'est OK? Alors, de toute façon, je connais bien le dispositif. Non, mais je crois que ce qui est surtout important, et Amandine l'a bien soulevé, c'est la question de la posture aussi, et qui n'est pas simple tant pour les jeunes que pour les professionnels, d'ailleurs aussi. Jusqu'où on va, etc. Et effectivement, dans le cadre des interventions, moi j'ai pu l'observer, effectivement, il y a de la libération de parole, mais parfois ces paroles-là, elles peuvent être dures, elles peuvent relever aussi d'une histoire de vie, alors, etc. Et que s'il y a personne après, justement en termes d'accompagnement, où les jeunes pères peuvent déposer ce qu'ils ont entendu, ou, je dirais, orienter, parce que parfois, il y a aussi cette question de l'orientation qui se pose. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments clés. Je dirais, c'est une interaction entre plusieurs niveaux. Et, euh, et ce qui est important aussi, c'est que ça doit rentrer dans une stratégie globale de prévention. Alors, pour faire écho aussi à ce que disait Alex sur un territoire, comment ça se situe pour que tout le monde s'y retrouve, et que on n'ait pas des difficultés ou par rapport à ça. Voilà. Merci, Eric, et merci d'avoir participé avec nous au Merci à vous, webinaire. avec plaisir. Je suis obligé de vous laisser. À très Merci, bientôt. Eric. Tu nous as d'ailleurs fait une très belle transition, je crois, pour la prise de parole d'Anne-Laure et Idir. Anne-Laure, on a intitulé ta séquence Questionner le pair à pair dans la prévention en contexte de souffrance psychique, parce qu'il y a donc ton engagement auprès de Nightline, et il y a également tes réflexions personnelles d'étudiante en sciences politiques que tu vas nous partager, et merci pour cela. C'est ça, bonjour. Donc, je vais organiser ma présentation en 2 temps. Je vais d'abord vous présenter mon association, donc Nightline, dont je suis porte-parole, qui reprend beaucoup le pair à pair présenté juste précédemment par Amandine, pour ensuite vous partager mes réflexions en tant qu'étudiante. Nightline, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui fait la promotion de la santé mentale. Donc, on fait pas mal de choses, et notre action principale, c'est une ligne d'écoute nocturne qui est ouverte tous les soirs de 21h à 2h30 du matin,
et qui vise un public cible. On est avec un système de pair à pair, on est par des étudiants pour des étudiants. Donc il y a une formation également initiale qui nous permet de prendre les appels, on n'est pas à livrer à nous-mêmes. Et c'est une ligne d'écoute qui nous permet de prendre des appels d'étudiants et étudiantes partout dans la France, de manière anonyme, confidentielle, sans jugement et non directif. Donc on est vraiment là pour écouter les personnes et leur permettre ensuite de vider leur sac afin qu'ils aient un espace safe. Et après, en cas de besoin, les réorienter ensuite dans un second temps vers des professionnels de santé. Puisque comme tu disais, Amandine, nous ne sommes pas en tant que jeunes des professionnels de santé, même si nous avons une grande part qui sont en études de psychologie, nous n'en sommes pas et donc on ne peut pas donner des conseils, on ne peut pas donner des pronostics non plus. Donc cette ligne d'écoute, elle a un double ciblage également, puisque on va viser un public cible qui est des étudiants en étant nous-mêmes des étudiants. Et ça, cette action, elle est complétée également, enfin, elle se retrouve également, enfin, non, cette perspective, pardon, se retrouve également dans une autre de nos actions qui est les sentinelles étudiants, où ce sont des, étu- des étudiants, pardon, qui sont formés à repérer et orienter les personnes en situation qui ont des pensées ou des actes, des risques d'actes suicidaires, de passage à l'acte suicidaire. Donc ça va être pareil, une mise en situation de pair à pair pour aider les personnes. Qu'est-ce que le pair à pair va permettre? Au niveau des appelants, tout d'abord, ça donne un sentiment de proximité. Si un appelant appelle parce qu'il est stressé, elle est stressée avec les résultats de mon master, bah, on a un sentiment de proximité beaucoup plus forte de par l'âge, de par le vécu, en disant, OK, bah, en fait, je peux comprendre ce que tu me dis, c'est quelque chose que j'ai pu vivre, que j'ai vécu, on va pas forcément s'ouvrir sur soi non plus, mais du coup, on n'a pas la même posture d'écoute. Donc ça favorise également la confiance, à donner un espace safe pour échanger sans qu'il y ait pour la part des appelants une part du jugement. Dans un second temps, au niveau de l'appelant, le fait de prendre des appels, ça va augmenter la confiance en soi, donner un sentiment d'utilité et augmenter les compétences relationnelles avec une notion d'empathie, avec la notion d'acceptation des différents vécus, donc une ouverture d'esprit. Et ce pair à pair, comme tu le disais, Amandine, ou bien Alex, ou Eric, je ne sais plus trop, pardon. Le pair à pair, il est aussi soutenu par la présence de professionnels de santé qui sont au sein de l'association NACLINE et qui vont aider à la formation initiale, au suivi, parce qu'on a des groupes d'analyse de la pratique pour les bénévoles écoutantes, ce qui fait que cette présence de professionnels, pardon, je me suis perdue dans mes notes. Ah, je me suis perdue dans mes notes, c'est pas grave. Donc en fait, on retrouve au sein de l'association NACLINE différents groupes. On a tant les appelants, les professionnels que les bénévoles écoutants. Donc c'est une autre manière d'aborder le soin avec le pair à pair qui permet de lier justement ces trois types de publics afin de créer de la cohésion entre eux. Donc ça, c'est pour présenter un petit peu l'association et je vais vous faire part désormais de mes réflexions au sein de la prévention, qui est quelque chose, souvent on dit prévention, c'est prévenir plutôt que guérir, un peu une forme d'idéalisation de la prévention. En pratique, je suis un peu plus mitigée. Donc là, je fais mon changement de casquette en étudiante, parce que je suis étudiante en master de sciences politiques. Et en fait, la prévention, comment est-ce qu'elle se définit tout d'abord? L'OMS la définit comme l'ensemble des mesures qui visent à réduire l'impact des problèmes de santé. Donc en ce sens, c'est un objectif qui vise à accroître le pouvoir d'agir sur les déterminants de santé. C'est ce que disait Eric. Donc en luttant contre la non-connaissance, contre le non-recours, avec un peu le dicton on prévient plutôt que on guérit. Donc dans la prévention, dans l'idée, c'est trop chouette. On met des sous dans la prévention, on n'a plus besoin de guérir, plus besoin d'hôpitaux, c'est merveilleux. Sauf que, il y a quand même de nombreuses limites à la prévention et qui sont souvent peu considérées, peu prises en compte, ce qui va limiter l'impact de la prévention in fine. Et je suis désolée parce que je vais plutôt souligner les problèmes qu'apporter des solutions. Les solutions, c'est des sous et des professionnels, globalement, mais c'est une solution qui est assez générale. La première limite que je peux trouver tout d'abord, c'est que, comme je le disais précédemment, on sait que le coût de la prévention est inférieur au coût du curatif. Ça coûte plus cher d'avoir des hôpitaux que d'avoir une équipe qui va faire de la prévention. Le problème, le premier problème, c'est que la prévention n'est pas du tout valorisée financièrement dans le niveau des budgets en France, et qu'en 2024, c'est 2,6% des dépenses courantes de santé qui sont consacrées à la prévention. Donc une part extrêmement faible et qui ne permet pas d'agir auprès de tout ce qui est nécessaire de faire. Et en conséquent, bah, les actions de prévention sont extrêmement réduites, les équipes de prévention sont limitées, des fois au nombre 2, au nombre de 3,
avec un grand nombre de territoires et un grand nombre d'actions, de sujets à couvrir. Et ça m'est déjà arrivé de rencontrer à travers mes études une chargée de prévention de la CPAM. C'était une équipe de 3 qui avait tout un département à couvrir, ce qui est absolument impossible en n'étant que 3 personnes, et devant agir de concert, parce qu'ils ne peuvent pas agir non plus isolément. Donc ça limite aussi la portée dans un second temps. Et ce qui limite aussi, c'est que forcément les actions de prévention sont consacrées en action unique. C'est-à-dire qu'une action de prévention va être faite une fois dans une classe, mais on ne va pas les retourner. Ce sont vraiment des actions one-shot qui visent à considérer qu'ensuite les personnes se disent: Ah, ok, on m'a prévenu, c'est bon, j'ai intégré la bonne méthode de faire le soin, je sais ce que je dois faire, ok, j'y vais. Ça ne marche pas trop comme ça dépend aussi effectivement du public cible, de la difficulté déjà initiale avec les premiers déterminants de santé. Mais des études ont montré qu'il fallait au minimum plusieurs, il me semble que c'est une dizaine d'actions de prévention afin de toucher vraiment les publics et de pouvoir pallier aux difficultés inhérentes à ces publics. Sachant que chaque public cible a ses spécificités et dépend de déterminants différents de santé. Et dans le cas de la santé mentale, notamment, bah, une des solutions pourrait être le fait d'avoir plus de médecins, donc de réorienter vers plus de médecins. Parce que, pardon, je reformule mon propos. Une des limites faites à la prévention en santé mentale peut être dire, bah d'accord, mais en fait, il n'y a toujours pas de médecins, il y a toujours des vides, des déserts médicaux, toujours pas d'accessibilité. Donc ça peut aussi être une des clés d'action, justement, de promouvoir la santé, promouvoir les parcours de soins au niveau des formations et de valoriser l'intégration des médecins au niveau de tout le territoire. Tuk tuk tuk. Aussi, un autre problème, il y a les déterminants de santé sur lesquels les personnes ne peuvent pas agir. C'est-à-dire que même si une personne est prévenue en disant: Ah d'accord, il faut que j'aille consulter telle personne pour tel problème que je peux avoir, bah en fait c'est quand même toujours un coût, c'est quand même toujours une disponibilité qui est limitée, qui est difficile, et une personne, et notamment un étudiant, qui a le choix entre payer une séance de psychologue, une ou un psychologue, ou faire ses courses, la personne va privilégier faire ses courses quoi qu'il en soit. Et ça, on peut retrouver les mêmes schémas par rapport au fait d'aller voir des dentistes ou n'importe quel spécialiste de santé. Donc effectivement, au niveau de la santé mentale pour les étudiants, mais ce qui limite du coup aux jeunes non étudiants, il y a les 12 séances de psychologue gratuites, 12 séances de psychologie gratuites par an. Mais pareil, c'est un dispositif qui gagne à être en visibilité et qui gagne aussi à gagner en temps de nombre professionnels qui font partie de ce dispositif. Puisque les personnes, même une fois qu'ils ont la connaissance, bah en fait, ce dispositif-là en question présente que très peu de psychologues qui agissent en son sein, ce qui fait que bah, les solutions sont limitées. Et enfin, la prévention, je vais finir mon propos dessus, parce que je vois le temps qui tourne, euh, ne marche surtout auprès d'un public qui est déjà sensibilisé en fait aux questions de soins. Ce qui fait qu'un public cible qui est précaire, qui est isolé, aura beaucoup moins de chances d'être touché et ensuite d'agir une fois la séance de prévention faite, qu'un public cible qui a déjà des connaissances sur le sujet, qui a un certain capital économique, un certain capital social et qui est en lien également en termes de géographie avec des professionnels. Ce public-là va être beaucoup plus à même de réagir. Donc en fait, au lieu de résorber forcément toutes les inégalités de santé, la prévention va aller continuer certaines inégalités en ne résorbant pas l'aspect économique et va aller approfondir même ces inégalités puisque ceux qui agissent, ceux qui changent du coup leur posture, donc le public cible, sont ceux qui ont déjà les moyens de le faire. Donc presque qui dépendent moins, et je mets des guillemets quand même à ce propos, qui dépendent moins de la prévention. Donc beaucoup de problèmes et pas de solutions, mais j'espère que ça pourra ouvrir quelques pistes quand même sur la prévention qui est souvent idéalisée et souvent glorifiée alors qu'il y a de nombreuses limites à sa réalisation. Merci beaucoup Anne-Laure. Et en effet, c'était aussi l'objectif du webinaire que de mettre en tension et de questionner ce qui marche et peut-être les axes d'amélioration. Merci aussi pour ta confiance de nous partager les travaux que tu mènes. Et donc, on va ouvrir la dernière séquence, la séquence 4, que tu vas introduire, Laureline, en nous parlant de la pause brindille et en nous introduisant à la notion de savoir expérientiel notamment. Prendra ta suite Marion Robin. Et puis l'équipe de Capu, pardon, Domiti, Lauriane et je t'ai perdu Emma, vous pourrez nous parler de la pérédance dans un contexte de rétablissement des troubles psychiques. Je t'en prie, Laureline.
Oui, merci de me donner la main, Clémence. Donc effectivement, je suis Laureline et je travaille à l'association La Pause Brindy. La Pause Brindy, qui est une association qui agit auprès des jeunes aidants et aidantes. Donc, je vais d'abord revenir sur la notion de la jeunesse aidante que peut-être vous découvrez aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est un sujet qui est très invisible, étant donné il est apparu en France à partir de 2017. Nous, l'association a été créée en 2019. Donc c'est vraiment un sujet encore très récent. Et pour revenir sur la jeunesse aidante, donc déjà, il faut savoir que aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle sur qui sont les jeunes aidants. Donc je vais vous donner celle de la pause Brindy, qui est que les jeunes aidants et aidantes sont des jeunes de 7 à 25 ans qui vont soutenir ou en tout cas être confrontés à la maladie ou handicap ou à l'addiction d'un ou de leurs proches. Et ce qui est important, en tout cas pour la pause Brindy, c'est que on ne souhaite pas hiérarchiser les situations entre les jeunes, puisque en fait être jeune aidant, ça comporte énorme. Enfin, les situations sont très variées et ça va avoir vraiment un impact sur tous les pans de leur vie. Et donc, il y a des jeunes qui vont très bien vivre cette situation et d'autres qui vont effectivement mal la vivre. Aujourd'hui, il y a quand même plus entre 1 million et 2 millions de jeunes aidants et aidantes en France. Donc, malgré le fait que ce soit un public invisible, en fait, il existe et il est partout. C'est pour ça qu'il faut faire de la sensibilisation sur ce sujet-là. Et pour vous donner un petit peu quelques chiffres, notamment pour faire le lien avec la santé mentale, il y a quand même 45% de ces jeunes qui se déclarent submergés par leur situation. Parce que quand on est jeune aidant, il y a quand même un jeune aidant sur 5 qui va soutenir plusieurs proches. Et donc, il va consacrer plus de 3 heures par jour à du coup avoir cette vie d'aidant au sein de son foyer et à soutenir ses proches. Ce qui est quand même une charge mentale très importante, ce qui va agir en fait sur la santé mentale. Et effectivement, il y a quand même 38% de ces jeunes aidants et aidantes qui déclarent avoir une problématique de santé mentale. Et on le voit aujourd'hui avec les jeunes qu'on accompagne au sein de la pause Brindy. Et donc, la pause Brindy a été créée pour justement répondre aux besoins de ces jeunes qui est déjà d'être visibilité, et d'être visibilisés, d'être soutenus et surtout de sortir de leur isolement. Parce qu'un des impacts d'être jeune aidant, c'est effectivement d'être isolé, de se sentir à part de la société. Et donc, d'où ces problèmes de santé mentale. Et donc, on a créé effectivement différents dispositifs au sein de notre territoire, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas au niveau de la métropole de Lyon, mais aussi au niveau national. Et ces dispositifs qu'on peut retrouver au niveau national, ils sont digitaux. Et notamment, on a un dispositif qui s'appelle Brin d'écoute, qui est un service d'écoute qui est ouvert aux 13-25 ans. Et là, effectivement, on retrouve la notion de pair, puisque c'est des jeunes de moins de 30 ans qui vont soutenir d'autres jeunes en tenant la ligne. Donc, c'est des jeunes qui sont bien entendu formés par un psychologue et ensuite il y a un suivi qui est fait. Et donc, en tout cas, ils sont supervisés par un psychologue et ils vont répondre à cette ligne d'écoute. Pourquoi? Parce qu'on a à cœur à la pause Brindy de vraiment mettre au cœur de toutes nos solutions ces jeunes aidants, ces jeunes concernés par les danses. Et un autre volet de ce service d'écoute, et c'est là que ça va être intéressant, c'est effectivement que on a des groupes de soutien collectif. Donc, on va avoir des jeunes qui vont se retrouver tous les derniers mercredis du mois en visio et qui vont pouvoir partager leur vécu. Et donc, il y a une thématique qui est lancée par nos équipes et les jeunes vont s'emparer de cette thématique-là, peu importe laquelle c'est juste un prétexte pour parler de leur aidance. Et justement, en fait, vont pouvoir dire, bah, moi j'ai vécu ça et ça a été difficile et les jeunes vont rebondir en fait tout simplement sur ces vécus-là. Et donc, ce qu'on constate dans ces espaces-là, c'est qu'effectivement, les jeunes vont se soutenir, en donnant des conseils aux autres, parce que c'est des jeunes qui ont une maturité quand même assez exceptionnelle pour leur âge, mais parce qu'ils en fait, ils comprennent hein, que les situations des danses sont très singulières et que leurs conseils, que leur vécu va pas forcément s'appliquer aux autres, mais en tout cas, en partageant leur vécu par rebond, eh ben, ils vont pouvoir se soutenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une libération de la parole, une libération des vécus, une libération des émotions. Encore l'autre jour, j'avais une collègue qui me disait qu'il y avait une jeune, puisqu'on accueille toujours de nouvelles personnes au sein de ces groupes-là, qui pensait pas, en fait, à la fin, on demande le retour aux jeunes, et une jeune qui pensait pas du tout pouvoir parler de sa situation parce qu'elle était gênée, parce que elle s'attendait pas à pouvoir s'ouvrir dès le premier groupe de soutien aux autres jeunes. Et en fait,
pu parler de cette situation qu'elle n'avait jamais fait avant et elle a même libéré ses émotions puisqu'elle a pleuré. Et ça, c'est très important. On vient valider les émotions vécues par ces jeunes-là qui, en général, ne trouvent pas en fait de réceptacle dans leur quotidien. C'est des jeunes qui ont peur de s'ouvrir à leurs professeurs, à leurs parents, à leurs amis, parce qu'ils ont l'impression de vivre et parce qu'ils vivent une situation bien différente de celle des autres. Aussi, la continuité un peu de ce soutien entre pairs, il s'exprime via la plateforme Instagram, puisqu'on est sur les réseaux sociaux. On a conscience qu'elle a des défauts, cette plateforme, donc on est en train d'en sortir. Aujourd'hui, elle est là et elle existe. Et ça permet aux jeunes de continuer à partager ce qu'ils et elles vivent, donc des jeunes de toute la France, au quotidien. Donc ça va être des choses de jeunes, parce que c'est des jeunes avant tout, avant d'être des aidants et des aidantes, mais ça va être aussi des difficultés. Et en fait, on voit là encore qu'il y a énormément de soutien moral qui s'opère entre ces jeunes. Euh, et encore une fois, ça va pas être des conseils, mais ça va être, je te soutiens, on est là si tu as besoin, tu peux prendre du temps pour toi, c'est ok de t'exprimer, c'est ok de vivre ce que tu vis, et vraiment valider les émotions et le vécu de ces jeunes. Et en fait, ça va apporter énormément de bienfaits auprès de ces jeunes, puisqu'ils et elles, en fait, se sentent moins isolés, sentent qu'ils et elles sont soutenus, en fait. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que la pause brandy et que ces dispositifs ont été créés. Et d'ailleurs, dans la continuité en fait de ces espaces d'écoute et de bienveillance et de non-jugement, parce que c'est ça aussi qu'on souhaite leur apporter, on a d'autres espaces comme par exemple les activités les brins de partage qu'on met en place tous les mois sur Lyon et Métropole, qui va permettre en fait à ces jeunes aussi de se rencontrer entre pairs et là continuer ces échanges. Alors, il n'y a pas forcément besoin de s'exprimer pendant ces temps-là, mais en tout cas, les jeunes, si ils et elles le souhaitent, peuvent s'exprimer et justement rencontrer d'autres jeunes. Et la particularité de ces temps-là, c'est qu'effectivement, ils vont rencontrer que des jeunes qui vivent leur situation, qui sont dans une situation similaire à la leur. Et donc, il va y avoir effectivement une liberté d'expression qui va pouvoir se mettre en place dans ces espaces-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va être des espaces sans jugement, avec des jeunes qui comprennent déjà en fait cette problématique-là. Et donc, ça va énormément permettre en tout cas de les soulager. Et puis aujourd'hui, on a aussi ouvert un autre espace d'échange, plutôt là, je termine, entre les jeunes adolescents et adolescentes et jeunes adultes, qui s'appelle les brins de détente. Et là, c'est vraiment un espace vraiment que pour parler de son aidance en présentiel dans nos locaux à Lyon. Voilà. Merci. Merci à toi, Laureline. Merci du coup pour cette introduction à la notion de savoir expérientiel qui permet de bien comprendre comment il peut y avoir cet effet miroir en fait entre les jeunes. Marion, on va continuer avec toi si tu es OK. Marion, tu es une professionnelle et une femme aux multiples facettes. Tu vas nous accompagner dans le questionnement autour de l'entraide qui peut exister dans un contexte sanitaire, mais tu vas aussi nous parler de tes travaux et tes réflexions autour des besoins fondamentaux des adolescents. Nous t'écoutons, Marion. Oui, merci à toi, Clémence. Alors moi, je vous parle depuis une position de psychiatre d'adolescent hospitalier. J'ai travaillé à la MGEN avant et à l'Institut Montsouris depuis de nombreuses années. Notamment, j'ai eu la responsabilité de l'unité de crise dans laquelle des jeunes étaient hospitalisés pour tout type de décompensation aiguë et où nous avons eu le souci de défendre et de développer un soin, malgré l'ère du temps, qui soit un soin institutionnel, qui soit un soin collectif, et qui, pour cela, s'appuie, par rapport au sujet d'aujourd'hui, s'appuie sur les jeunes et dans lequel on pense la place de chaque jeune dans le service de crise. J'ai vu au fur et à mesure des années l'augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes et particulièrement chez les jeunes filles. Année après année, j'ai vu des familles de plus en plus exprimer un sentiment d'impuissance à pouvoir gérer les problèmes de leur enfant, réaccueillir leur enfant après les hospitalisations. Enfin, j'ai vu ça année après année et donc je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe au-delà de l'intérieur du psychisme des jeunes et au-delà de l'intérieur des familles même? Qu'est-ce qui se passe socialement pour que année après année, il se produise ça? Donc c'est ça qui m'a amené à faire beaucoup de recherches et à écrire ce livre sur les besoins fondamentaux des adolescents, où j'essaie d'analyser ce au fond à quoi on ne répond pas collectivement et qui nous amène à cette évolution sociétale sur la santé des jeunes.
Et sur la question de la pérédance, ou en tout cas alors de l'appui et de la place des jeunes les uns pour les autres, voilà, je peux vous témoigner donc de cette place-là, la façon dont nous on l'a vu jusque-là et la façon dont aujourd'hui on évolue avec ça. Historiquement, on s'appuie sur donc l'histoire de la psychothérapie institutionnelle qui a été un des lieux historiques où les fondateurs, entre autres Toscaïès, mais pas que, et plus récemment Pierre de Lion, qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais les fondateurs avaient conceptualisé le fait que pour rétablir la santé des patients, il fallait travailler sur l'ambiance dans les hôpitaux, mais aussi sur la responsabilité des patients et sur voilà, l'action et l'inaction, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir organiser la vie des patients de façon à ce que ils puissent ne pas être inactifs et en même temps devenir responsables de leur milieu de vie. Et donc, c'est pour ça que dans la psychothérapie institutionnelle, il y a une place importante pour le collectif, y compris le collectif de patients. Nous, on a écrit dans ce sens-là des articles pour dire que même si historiquement, c'était dans le monde plutôt de la psychiatrie adulte, après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte de résistance aussi pendant la guerre, que ces pensées-là pouvaient nous être tout à fait applicables aux adolescents et aujourd'hui même dans un contexte de crise, que c'est tout aussi pertinent. Et nous, ça se décline d'une façon, par exemple, concrète, qui est que chaque semaine, dans l'hospitalisation, il y a une réunion avec tous les patients et tous les soignants, en tout cas tous ceux qui peuvent être là, le maximum, pour travailler sur l'ambiance, pour travailler sur la répartition des rôles, pour travailler sur les projets de soins, pour travailler sur les projets sur la semaine à très court terme, qu'est-ce qui se passe cette semaine, mais aussi quels projets on fait pour le plus long terme. On a pu travailler par exemple comme ça sur l'engagement de l'hôpital dans les questions environnementales, sur changer des choses concrètes comme les gobelets en plastique qui permettaient de distribuer les médicaments, qu'on a transformé, la distribution des repas, pareil, qui étaient tous dans du plastique de tous les côtés. Enfin voilà, on a essayé de faire évoluer ça avec les patients. Et donc, notre façon de poser un cadre là-dessus, parce que c'est vraiment subtil, c'est que on présente les choses en disant que ces réunions, elles ont pour but de travailler donc sur l'ambiance et sur la répartition des rôles, en réalisant que chaque patient a une responsabilité dans l'ambiance globale du service, que chacun joue sa part pour une ambiance du service, chaque patient et chaque soignant aussi d'ailleurs sur l'ambiance, que chacun a donc une responsabilité à cet endroit-là, mais que ça demande aussi de pouvoir à un moment travailler la différenciation des rôles et des espaces pour que chaque patient ne prenne pas sur ses épaules les problèmes de tous les autres patients, parce qu'ils arrivent déjà avec les leurs, et que le but n'est pas de les alourdir avec... et ça, on voit que c'est un risque qu'on travaille tous les jours dans une unité comme ça, où ça va très vite. Tous les jours, on travaille à différencier les espaces pour pas que les uns soient imbibés des problèmes des autres, et que du coup, ça leur rende la vie encore plus difficile. Donc, on pose toujours comme cadre bien clairement défini le fait que c'est un espace subtil où à la fois il y a quelque chose de commun qu'on peut travailler pour des questions générales, mais qu'une fois qu'on va rentrer dans des questions trop intimes, trop personnelles sur le chemin de chacun, que ça va être important de faire un relais aux soignants, que si les patients entre eux discutent de certaines choses, qui se mettent à s'inquiéter les uns pour les autres, que les soignants vont être un relais à ce moment-là. Et c'est là où c'est un travail vraiment transgénérationnel et entre professionnels et les jeunes qui sont là en tant que patients. Donc voilà, je trouve que, en tout cas, c'est intéressant vraiment de travailler cet espace subtil entre l'institution qui fait cadre et contenant global, mais voilà, on reconnaît aussi aux patients et chacun une fonction de contenance d'eux-mêmes, de leurs frontières, d'être contenants les uns pour les autres, mais avec des limites très clairement posées. Voilà, que certains vont avoir plus de mal à respecter ou pas. Puis toujours, on va faire des rétroactions, du rétro-feedback pour revenir sur, tiens, comment ça s'est passé la dernière fois, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Du coup, on travaille l'espace dans les chambres, que chacun puisse avoir sa chambre pour voilà, retrouver sa safe place et être un endroit personnel d'où il peut aussi appeler les soignants, etc. Les travaux sur les travaux de recherche sur ces activités sur ces situations de crise m'ont amené effectivement à défendre le fait que les besoins fondamentaux, et notamment c'est des données quantitatives
enfin plutôt, c'est la rencontre entre mon vécu expérientiel de soignante au sein d'une équipe et une étude quantitative sur 425 familles qui m'ont fait converger sur l'idée que les besoins fondamentaux des adolescents, fondamentaux au sens vital, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas remplis, ils mettent en jeu le pronostic vital dans une vision graduée et cumulative, que ces dimensions-là sont de l'ordre de trois, que la première est la question de la contenance, c'est-à-dire comment, autour d'un individu, l'environnement peut être assurer une continuité, une membrane qui va délimiter l'espace. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est l'affiliation, c'est la qualité du lien entre les êtres, par exemple dans une famille, la validation, la chaleur, la place donnée, l'appartenance, voilà. Et la troisième dimension, je vais m'arrêter là-dessus, c'est l'individuation. Donc c'est voilà, la capacité à pouvoir, à un moment, avoir l'espace de réaliser son propre chemin, penser par soi-même, agir par soi-même, être responsable de soi, etc. Donc ces trois dimensions, elles vont, pour faire très vite, résumer ça. Et donc ce que je vous disais au début sur l'unité, c'est comment on va travailler à ces trois étages-là en permanence, l'appui les uns sur les autres, mais aussi avec une certaine souplesse générationnelle et sur des fonctions différentes. Voilà, je vous remercie. Merci Marion, et on a bien perçu en effet que si l'entraide entre pairs est une composante importante, il y a ce cadre institutionnel qui est important et qu'il faut aussi savoir quand passer le relais dans une logique aussi où le binôme soignant-soigné retrouve toute son horizontalité d'une certaine manière. Et on va continuer et clôturer, enfin avant la conclusion, avec l'équipe CAPU, donc Domitille, Emma et Lauriane. Je vous laisse vous organiser pour cette dernière prise de parole. Vous allez nous parler de l'association et de la paire aidance en contexte de rétablissement de troubles psychiques. C'est à vous, mesdames. Merci beaucoup Clémence. Bonjour à tous, rebonjour. Du coup, moi j'ai la chance d'être la présidente et la fondatrice de l'association CAPU depuis depuis plus de 7 ans maintenant. Nous, notre modèle, il va reposer à la fois sur le pair à pair, puis sur la paire aidance, parce qu'on vient de lancer un programme de paire aidance dont on aura tout le loisir de vous parler. Pair à pair, parce qu'on est une association entièrement bénévole et gérée par des jeunes et pour des jeunes qui vont être âgés entre 18 et 35 ans pour nos équipes, sachant qu'on s'adresse à un public plus large, à peu près entre 14 et début de la trentaine. Comme je disais, c'est un modèle de pair à pair qu'on cultive vraiment déjà dans l'entièreté de nos actions et c'est une posture qui nous a permis d'être vraiment au plus proche de la réalité du terrain et de nous baser vraiment sur des besoins concrets observés auprès des jeunes. Donc le besoin d'être mieux informé sur les troubles, mieux écouté, mieux orienté vers les soins et aussi d'être accompagné sur un temps plus long. Du coup, notre but, c'est de créer un parcours d'accompagnement complet pour nos bénéficiaires composé d'une ligne d'écoute, d'un dispositif d'orientation vers les soins, de cycles de webinaires, de groupes de parole et plus récemment d'un programme de péridance qui a été créé en janvier. Et même ce programme de péridance qui s'appelle du coup chez nous le CAPU Buddy Programme, il a été créé suite à des suggestions en fait de jeunes qui appelaient à notre ligne d'écoute et qui souhaitaient être en relation sur un temps plus long avec un jeune qui ait connu les mêmes problématiques qu'eux. Donc, le cœur de notre programme de paire aidant, ça va être de mettre en relation un jeune bénéficiaire qui est en difficulté avec un jeune qui est rétabli, formé et sélectionné par nos soins. Et chacun de ces binômes, ils vont être supervisés par un référent aussi formé et validé et sélectionné de l'association. Les situations sur lesquelles on travaille le plus en ce moment en fonction des profils des bénéficiaires, ça va être les troubles du neurodéveloppement, donc beaucoup de TDAH, de spectre de l'autisme aussi, les troubles anxieux, la dépression et aussi les manifestations de troubles du comportement alimentaire, mais aussi de troubles de stress post-traumatique. Nous, ce qui était important, c'est vraiment de compléter ça par la péridance parce que on voit bien que c'est du coup un savoir qui se situe à la croisée entre le savoir théorique et expérientiel, pardon, et qui est vraiment une expertise profonde qui permet une libération de la parole qui est vraiment très précieuse pour les bénéficiaires, mais aussi un lien de confiance qui est assez unique
Et ça s'avère être vraiment un pilier du rétablissement tout en permettant aussi d'agir dans une logique de prévention puisque ça permet aussi d'éviter la dégradation de symptômes, de rechute et aussi de rester en lien avec d'autres équipes et d'autres pôles de l'association qui peuvent être des relais précieux aussi dans le suivi des jeunes. C'est du coup des binômes qui sont engagés pour 3 mois reconductibles et je vais laisser Lauriane qui est responsable du programme et Emma qui est référente de binôme aidant-aidé vous en parler plus concrètement en termes de fonctionnement et de comment on crée ce climat de confiance aussi qui favorise l'accompagnement et a fortiori, on l'espère, le rétablissement des jeunes qui se tournent vers nous. Merci. Merci, donc déjà merci pour l'invitation. Donc je vais prendre la suite. Donc le petit programme repose sur la proximité entre les jeunes, que ça soit de même génération, des expériences similaires et un langage commun. Cette relation est souvent perçue comme plus accessible et souvent moins intimidante qu'avec un accompagnant professionnel, sachant que le petit programme ne remplacera jamais des professionnels. Il est là pour agir avant, à côté et en complément des dispositifs spécialisés. Donc, au sein du petit programme, la sélection des bénéficiaires et des pères aidants repose sur un processus attentif à garantir la pertinence et la qualité de l'accompagnement proposé. Les demandes des bénéficiaires sont d'abord recueillies via un formulaire déposé sur le site internet. Les demandes des bénéficiaires sont d'abord donc recueillies. On les étudie en l'équipe vis-à-vis des profils que nous pouvons avoir au sein des pères aidants que nous avons formés. Et ensuite, on effectue un premier contact avec le père aidant afin de savoir s'il se sent apte ou non à accompagner cette situation, mais également s'il est disponible. Ensuite, on va établir un entretien téléphonique avec le bénéficiaire pour permettre d'affiner la compréhension de ses besoins, de ses attentes et de ses objectifs. Et lorsque la mise en place de la relation nous semble adaptée, une première rencontre est organisée entre le bénéficiaire, le père aidant et le référent du programme, afin de poser le cadre de l'accompagnement. S'ajoute à cette réunion une lecture et une signature d'un contrat qui engage les différentes parties pour une durée de 3 mois. Tout au long du parcours, des points de suivi réguliers sont réalisés, généralement toutes les 2 semaines, et un dossier d'accompagnement est complété avant, pendant et après l'accompagnement, afin d'évaluer à la fois le bien-être et la posture du père aidant, ainsi que l'évolution du bénéficiaire dans l'attente et l'atteinte de ses objectifs et de son rétablissement. En parallèle à ça, il y a des réunions mensuelles avec l'ensemble des pères aidants et des référents. Donc pour nous, le petit programme représente et constitue une première porte d'entrée. Merci beaucoup. Donc, en effet, le programme, on l'a dit, peut constituer une première porte d'entrée. Mais comme beaucoup l'ont rappelé, le but n'est pas de faire des pères aidants, des thérapeutes, des psychologues, de leur faire porter une responsabilité qu'ils ne sont pas censés avoir. Dans cette relation de pair, il n'y a pas de hiérarchie. Le petit programme, en fait, il vise à promouvoir cet équilibre et le bien-être de chacun. Pour cela, il y a des supervisions sous forme de groupes de parole, qui sont mises en place pour faciliter l'échange entre les pairs aidants et pendant lesquels sont abordées les questions de la validation des émotions, de l'écoute, des reformulations, ainsi que les potentielles difficultés rencontrées par les pairs. Donc évidemment, le petit programme s'inscrit dans un cadre clair, avec des pères aidants formés via une formation avec des éléments théoriques, mais aussi pratiques pour se mettre un petit peu en condition de terrain, avec un référent identifié ayant un rôle clé, des possibilités d'orientation vers des professionnels et une reconnaissance institutionnelle via des partenariats. Donc, faire un petit focus sur mon rôle en tant que référente. Donc, moi, j'ai eu la chance d'encadrer 2 binômes depuis le lancement du programme. Et pour moi, la création d'un lien de confiance entre le père aidant et l'aidé a été pour moi, on va dire, une priorité. Donc moi, en tant que référente, je constitue un appui quotidien, que ce soit psychologique, notamment pour le père aidant, pour prévenir l'épuisement, la décompensation, mais aussi un soutien, un appui, on va dire, organisationnel, avec de l'aide aux différentes démarches qui sont souhaitées pour et par l'aidé, mais aussi un soutien de réadaptation au sein de la relation même, notamment à travers les modalités d'échange. Concrètement, j'ai pu encadrer 2 situations qui sont bien distinctes, donc l'une abordant des difficultés liées à l'anxiété et l'isolement, où le but premier en fait était étant que l'aidée puisse sortir de chez elle, ce qui a été quand même une réussite, et l'autre abordant notamment des conflits familiaux.
Donc pendant cet accompagnement, il y a eu d'autres besoins qui ont émergé, donc changement d'identité de genre, demande de logement social, affirmation de soi auprès de la famille et des pairs et recherche d'un emploi. Des besoins qui ont pu être accueillis avec bienveillance et satisfaits grâce à la confiance de l'aider envers le père aidant et le référent. Je voulais partager aussi une autre situation que je trouvais pertinente, mais que je ne suis pas personnellement en tant que référente. C'est une bénéficiaire qui a un suivi professionnel à côté, donc psychologique, qui a reçu un diagnostic et qui vit très mal cette annonce. Donc le père aidant qui a été associé n'a pas le même diagnostic, mais a vécu un parcours similaire en fait vis-à-vis du diagnostic, et donc se trouve être une ressource qui est primordiale, un soutien émotionnel qui illustre bien, selon moi, l'importance du partage expérientiel. Donc de ce fait, par le biais de différents projets comme le nôtre, les jeunes peuvent être des relais, des soutiens, des acteurs de prévention et des ambassadeurs de la santé mentale. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à toutes les trois. Je trouve qu'on perçoit, notamment à travers vos interventions, à quel point le rétablissement, c'est aussi multidimensionnel en fait. Il y a le rétablissement d'un point de vue des symptômes psychiques, évidemment, mais vous avez évoqué des aspects sociaux, des aspects de vie pratique, des aspects relationnels. Et donc, du coup, on sent bien à quel point cet accompagnement par un père, ça intervient aussi sur ces dimensions qui sont essentielles au rétablissement. Donc, merci beaucoup. Euh, on est pas mal sur le timing, donc on va pouvoir prendre quelques questions. N'hésitez pas à vous, auditeurs, auditrices, à poser vos questions dans l'espace questions-réponses et on les prendra autant que possible. Je vois qu'il y en a eu quelques-unes qui ont été répondues en direct. N'hésitez pas, et pendant ce temps, Édouard, si tu veux commencer à réfléchir, mais je sais que tu as dû prendre plein de notes à ce qu'on va pouvoir proposer en guise de rapport. Eh ben, écoute, oui, c'est parti, allons-y. Donc, déjà, merci à tous les intervenants, toutes les intervenantes pour ces échanges. Je vais essayer pendant cette discussion de proposer un regard un peu de clinicien, en essayant d'aller un peu plus loin parce que je vais pas me limiter à ma propre expérience, pas pour conclure ou refermer la discussion, mais plutôt pour reprendre quelques lignes de force qui m'ont l'air d'avoir traversé l'ensemble du webinaire. Le premier point que je voulais aborder, c'était autour du statut de père aidant, et je dirais même de la forme de la père aidance. C'est-à-dire que c'est pas une seule forme figée, c'est plutôt un continuum. C'est ça qui m'est apparu pendant ces échanges. Ces présentations. À une extrémité, il y a tout ce qui est évidemment éducation par les pairs, promotion de la santé mentale. Pourquoi? Parce que certains jeunes vont finalement parler à d'autres jeunes, ils partagent des codes, des lieux de vie, de l'expérience, il y a il y a le repérage et l'écoute dans ce contexte-là, notamment c'est ce que les dispositifs Nightline ou encore Brin d'écoute, si j'ai bien noté, faisaient exactement. Et puis, lorsqu'on va se rapprocher de tout ce qui est soins et rétablissement, j'ai eu la sensation qu'il y a une sorte de pérédance plus structurée qui va reposer sur un vécu un peu personnel plus élaboré, sur une posture spécifique. Et en fait, cette distinction entre les différentes formes de pérédance, elle me paraît importante. C'est parce que le fait d'être du même âge, d'être étudiant, d'avoir vécu ou connu un trouble psychique ne suffit pas à lui seul à définir une fonction de père aidant, mais ça peut devenir une vraie ressource lorsque ça va être transformé en capacité d'écoute, d'orientation, et puis peut-être plus basiquement et plus efficacement parlant, une transmission tout simplement d'espoir. C'est ça ce que je voulais dire comme premier point. Le second point, il recoupe ce que Domiti, Lauriane et Emma disaient, c'est que en fait, il faut faire la part des choses sur la place des pairs, la place des professionnels et être souple. C'est vraiment ça le message que je veux faire passer. Donc en gros, c'est comment articuler les places. La réflexion, elle s'articule autour du fait que
en psychiatrie, et connaissant bien ce milieu, étant donné que je suis psychiatre, on sait que la relation dans le soin, de soin, elle peut parfois être trop verticale, avec le professionnel qui sait, qui est celui qui saurait, et la personne accompagnée ce serait celle qui recevrait. Et en fait, le savoir expérientiel, il va permettre de rééquilibrer cette relation, il va permettre de créer une confiance, une liberté de parole auquel les professionnels n'accèdent pas toujours de la même manière. Mais en même temps, j'ai envie de dire aussi, l'inverse serait un peu problématique, c'est-à-dire que ces jeunes, avec toutes leurs qualités, tant qu'ils sont évidemment rétablis et qui sont en capacité d'apporter de la paix et danse, ils ne doivent pas porter sur leurs épaules l'intégralité de la santé mentale des autres jeunes. C'est ce qui a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Il faut une formation, il faut un cadre, il faut des espaces de supervision, une possibilité de passer le relais, une clarification des limites. Et donc, la bonne question, c'est pas vraiment comment encourager l'entraide, c'est aussi à quel moment l'entraide atteint-elle sa limite et comment organise-t-on le relais vers le soin. Et donc ça recoupe le troisième point que je voulais évoquer, c'est le risque de faire de la pérédance une réponse par défaut aux insuffisances de notre système de soins. Et ça, c'est un point que je connais particulièrement bien. Donc, petite digression, étant pédopsychiatre, je me suis intéressé à la densité de pédopsychiatres en France. Ça a été évoqué très largement par les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Un chiffre concret, on a entre 14, en fonction des définitions, on a entre 14 et 18 millions de mineurs, de personnes en dessous de 18 ans en France, en fonction des définitions de l'INSEE. Il y a au total actuellement en France 437 pédopsychiatres. 437. Et également, j'avais fait un travail sur la densité des professionnels. De 2010 à 2023, il y a 30 départements qui sont passés de 5 à 7 pédopsychiatres pour 100 000 habitants à zéro. Donc, évidemment, la question de l'insuffisance du système de soins, elle se pose. Et on connaît la difficulté d'accès à la pédopsychiatrie, à la psychiatrie des jeunes adultes, les difficultés économiques, sociales, territoriales, les délais. Et en fait, les dispositifs portés par les jeunes, les pères aidants, peuvent ouvrir des portes, repérer plutôt des situations et puis évidemment lutter contre l'isolement. Et c'est pour ça que cette fonction de père aidant est absolument fondamentale. Mais ça ne doit pas devenir une manière de compenser silencieusement le manque de professionnels, l'absence de solutions accessibles. Et puis voilà, le dernier point que je voulais faire, c'était plus sur le plan professionnel et clinique de mon côté. C'est que moi, je travaille à l'UJ d'études, donc on travaille avec des autistes très sévères qui ont souvent une déficience intellectuelle et qui n'ont pas accès à la parole classique, c'est-à-dire répondre de manière orientée par la parole à des questions et qui parfois répondent par des comportements problématiques. La souffrance psychique ne va pas s'exprimer avec des mots. Et en fait, certains jeunes en difficulté de communication, dans ce cas-là, c'est le savoir expérientiel des familles, des proches, qui va aider à prendre une place qui est également considérable. Et donc, il faut conserver une conception, je dirais, suffisamment large de la participation des personnes concernées et repenser aux modalités de représentation et de participation lorsque la parole est difficile à recueillir. Donc voilà, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'il faut reconnaître la pluralité des formes d'entraide entre pairs, valoriser évidemment le savoir expérientiel, construire un cadre qui va protéger la personne aidée et le père aidant, et penser la pérédance comme un complément articulé aux soins, mais jamais comme un substitut à un système de santé mentale accessible. C'est vraiment la lutte contre l'épuisement et la prévention de l'épuisement du père aidant qui est le message principal que je veux faire passer dans cette conclusion. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup. Un grand merci à toi, Édouard. Merci pour cette synthèse, cette analyse et cette conclusion. Donc, il nous reste peut-être un petit peu de temps pour une question. Mesdames à la régie, est-ce qu'on a une question? Véronique, Aude? Alors, oui, Véronique, là, bonjour, à nouveau bonjour. Donc, il y a une question sur l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer le père aidant. Je pense que c'est une question importante. Et il y avait aussi une question pour l'association CAPU. Et merci, Domiti, d'avoir répondu directement. Voilà. Donc sur cette question, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer les pères aidants? Est-ce que ça inspire
quelque chose à un de nos panélistes, à une de nos panélistes. Un petit peu à chaud, évidemment. Édouard, je t'en prie. Alors, écoutez, se substituer définitivement à l'humain par l'intermédiaire d'un ordinateur qui a un raisonnement probabiliste, je ne pense pas complètement. Mais par contre, il est évident qu'en termes de progrès de technologie et en matière de développement de la santé mentale, de la e-santé mentale, l'intelligence artificielle, quand elle est utilisée de manière parcimonieuse, utile et encadrée, je pense que ça peut être une réelle aide pour les personnes en situation de difficultés psychiques. Après, je tenais à citer aussi rapidement, là, à la Pitié-Salpêtrière, on a un interne qui est en train de mener une étude qui va bientôt être publiée dans le journal Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, qui est le journal de la Société française de pédopsychiatrie, où il a étudié différentes IA pour voir comment elles répondaient aux, aux propos suicidaires d'enfants et d'adolescents pour faire un peu un état des lieux de ce qui est, de ce qui est actuellement en place, des garde-fous, et qu'on n'arrive pas à une dérive comme on a pu voir dans certains médias où, par exemple, aux États-Unis, certaines IA avaient pu conforter soit des délires chez des adolescents qui rentraient dans la psychose, soit des crises suicidaires avec des adolescents qui cherchaient des moyens de se suicider grâce à l'IA. Donc en fait, il y a de bons côtés et de mauvais côtés. En l'état actuel du développement de l'intelligence artificielle, non, je ne pense pas qu'elle remplacera les pères aidants ni les professionnels de santé mentale, mais je pense qu'elle peut aider, elle peut vraiment aider cette intelligence artificielle quand elle est bien utilisée et encadrée. Voilà. Merci, Édouard. Amandine, tu voulais réagir également? Oui, et peut-être, enfin, sur une approche un petit peu différente. En tout cas, nous, on fait que des actions de terrain. Donc effectivement, enfin, on sait en tout cas que parmi les facteurs de vulnérabilité sur la santé mentale, il y a la question quand même de l'isolement. Et je pense que bah, l'intelligence artificielle n'a quand même pas vocation à venir rompre ça, tandis que bah, des interventions de jeunes où il peut y avoir un contact à la fin, c'est aussi peut-être orienté vers des structures qui vont permettre d'autres choses, sans parler de soins, mais des fois aussi de prévention, de rencontrer d'autres personnes. Bah, ici, il peut y avoir un groupe avec d'autres jeunes dans ton village, ou voilà, dans un espace de proximité. Et je pense que ça, je vois aujourd'hui, en tout cas, je vois difficilement comment ce message pourrait être porté par l'intelligence artificielle, même si effectivement, ça a vocation à permettre beaucoup d'améliorations. Mais là, c'est moins mon domaine. Mais en tout cas, dans une logique d'éviter l'isolement des jeunes, bah, en tout cas, ce sera jamais suffisant pour moi. Merci, Amandine. Anne-Laure, tu voulais réagir également? Oui, bah, je me place du point de vue de ce qui a été dit juste précédemment. Mais je vais juste apporter aussi le témoignage par rapport à Nightline, où bah, du coup, au niveau de la prise d'écoute, on peut prendre tant par chat que par appel. Pardon, j'ai oublié de préciser dans ma présentation. Et en fait, c'est une question qui revient très souvent et qui revient de plus en plus souvent d'ailleurs dans les chats, de personnes qui demandent dès le début, même avant parfois, avant bonjour, est-ce que tu es une IA? Est-ce que vous êtes une IA? Donc, ce qui témoigne déjà de l'habitude de la part des jeunes de discuter avec des IA et de prendre des IA comme thérapeutes, mais aussi de volonté de faire la distinction justement entre qu'est-ce qui est une IA et qu'est-ce qui n'en est pas. Et en fait, il ressort aussi bah, à la fin de ces appels, à la fin de ces échanges, pardon, ce ne sont pas des appels, des étudiants et étudiantes qui se rendent compte aussi de la distinction, ce que ça permet, et qui disent, ah, en fait, oui, c'est quand même pas la même écoute, c'est quand même pas le même soutien, et qui voient du coup la perception. Donc je pense que de toute façon, on ne pourra pas enlever l'IA. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, puisque ça fait maintenant partie de la vie quotidienne, mais il faut aussi faire confiance, et là je reprends les mots d'Éric du début, il faut aussi faire confiance aux jeunes, justement pour se saisir des clés, et pour faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est pas bien, en ayant conscience des enjeux des IA. Merci Anne-Laure, et je crois que tu nous as trouvé la formule de fin, une formule très heureuse. Merci beaucoup. Donc il me reste à vous remercier chacun et chacune pour votre participation dans l'ordre qui apparaît sur mon écran. Merci Anne-Laure, merci Marion, merci Domitille, merci Laureline, merci Lauriane, merci Alex, merci Amandine, merci Édouard et merci Emma. Merci à mes acolytes Véronique et Aude. Je vous donne rendez-vous
sur 2 dates. Le 1er octobre à Bordeaux, donc la 2e édition des Assises de l'innovation en santé mentale et en psychiatrie, où on poursuivra ces échanges et ces réflexions, petit spoiler. Et je vous donne également rendez-vous les 17 et 18 octobre 2026 à Césure dans le 5e arrondissement pour le Facette Festival, auquel vous aurez l'occasion de rencontrer une partie de ces invités passionnants. Merci beaucoup, à bientôt.